Bonjour et bienvenue dans Ça parle Immo, le podcast qui humanise les acteurs de l'immobilier et où on va découvrir ensemble les coulisses de métiers passionnants, notaires, diagnostiqueurs, marchands de biens, constructeurs de maisons et tout de suite notre invité du jour. Et avec aujourd'hui notre invité Nicolas Delarocca, constructeur de maisons. On va découvrir ensemble si faire construire sa maison est toujours pertinent aujourd'hui, quels sont les coûts, quels sont les pièges, quelles sont les astuces à avoir. Nicolas, bienvenue. Je suis très content de t'avoir dans cet épisode de Ça parle Immo. Mais voilà, si c'est CCMI, tu peux expliquer un petit peu pour qu'on ait tous les éléments, ce serait cool. Donc le CCMI, c'est un contrat de construction de maisons individuelles. C'est un contrat qui existe depuis de nombreuses années et qui a vocation à protéger réellement le client qui est novice. Voilà. Donc nous, en tant que constructeurs, on accompagne ces clients-là via ce contrat et on doit mettre des règles, un cadre pour qu'on puisse accompagner le client. Et chaque constructeur, qu'on passe par Prism, NC, Livia, peu importe les constructeurs auxquels on peut passer, il y a ce contrat-là qui est en place pour avoir une visibilité sur un planning. Alors si l'entreprise est constructeur de maisons individuelles et donc propose au client un contrat de construction de maisons individuelles, elle doit respecter ce cadre-là. C'est un cadre légal mis en place nationalement. Si on n'a pas ça déjà, on sait qu'on est sur quelqu'un en face qui est pas sérieux aussi. Alors c'est vrai que voilà, il faut souvent vérifier, par exemple, au niveau des garanties. Chez nous, on est assuré par le plus gros assureur du bâtiment en France. Ce qu'il faut regarder, c'est premièrement la sinistralité, c'est-à-dire que un constructeur peut avoir des problématiques, il peut les résoudre et donc avoir un SAV on va dire au point, et d'autres qui ont des suivis, on va dire, qui sont pas vraiment réguliers, qui ont des problématiques derrière sur les constructions de maisons avec apparition par exemple de fissures sur les maisons, etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder parce que ça, c'est le gage de qualité de réalisation de la maison. Donc ça fait partie des choses importantes à regarder. On sait l'impact que ça, on entend plein de choses. On entend des fois des familles qui ont été dans un projet de construction de maison et soit il y a eu des grosses malfaçons, il y a pu y avoir des projets non livrés aussi, c'est des choses qui sont réelles, qui arrivent. Quel conseil tu peux donner, donc justement, on parlait de garantie financière, de CCMI, quel conseil global tu pourrais donner aux gens pour qu'ils se protègent? Alors déjà, pour reprendre l'idée, moi ce que je dis toujours aux clients, c'est que construire une maison, ça reste un gros projet, souvent un projet de vie, et c'est pas comme aller acheter une baguette de pain. Donc il faut quand même prendre le temps de se renseigner sur les bonnes choses et prendre le temps de la réflexion de manière à choisir correctement son constructeur. J'ai une question un peu plus concrète. Aujourd'hui, combien ça coûte de faire construire sa maison? Ce qu'il faut prendre en considération, c'est le terrain. Aujourd'hui, si on parle d'un coût pur de la construction, on va partir sur l'idée qu'on a un billard, un terrain plat, sans difficulté. Nous, on inclut le prix de l'aménagement, ce que j'appelle, donc tout le terrassement, la mise en place du terrain. Ça peut évidemment alourdir le prix. Il y a le prix de la construction en elle-même, donc qui est expliqué aussi par la forme de la maison. Plus la maison est compacte, moins elle est chère. Okay. Plus la maison est étalée sur le terrain, plus elle est chère. Donc vaut mieux un R1 plus compact qu'un plein pied large pour diminuer les coûts. Tout simplement, une maison de 100 mètres carrés. Si on fait un cube de 10 par 10, en fait, on a 4 fois 10 de côté, donc 40 mètres linéaires de mur. Si on fait, dans l'idée, en disant une bêtise, 1 mètre par 100 mètres, en fait, on va avoir 202 mètres linéaires de mur pour une maison de surface égale. Donc forcément, il y en a une qui coûte plus cher que l'autre. Ok. Oui, donc t'appliques la règle mathématique et ça suit. Exactement. Et donc ok, mais si volontairement j'évacue la partie terrain et que je me concentre sur la partie construction, dans une maison un peu plus classique, comme tu disais, 100 mètres carrés, peut-être en R1, peut-être en plein pied, à avoir une idée de coût au mètre carré de ce qui se pratique, c'est quoi? Alors aujourd'hui, on peut dire que j'aborde quand même un dernier point, la partie prestation. Dans une maison, plus on a de pièces techniques, plus elle est chère. D'accord. Une même maison qui va avoir une seule salle de bain et la même surface avec 3 salles de bain, par exemple, ben forcément celle qui a 3 salles de bain sera plus chère. Un grand salon vide
ça va coûter un certain prix, mais ça reste 4 murs et un plancher. Une pièce salle de bain, s'il y a une douche, une baignoire, de la faïence, etc., tout ce qui vient se gréver avec des meubles, etc., va impacter le prix au mètre carré. Ça, c'est le premier point à savoir. Et si on résume, parce que je peux pas donner un prix exact, ça va dépendre des prestations aussi qu'on met, mais nous, aujourd'hui, on va osciller, on va dire, entre 1800 et 2000 euros du mètre carré. Pas forcément NC, mais plutôt sur le marché constructeur, c'est ce qui se fait? C'est ce qui se pratique. On va dire que les premiers prix, vraiment, sur les petits projets, on va toucher du 1600 du mètre carré. Et après, quand on va sur des gros projets, puisque nous, on mène de tout, puisqu'on s'adapte vraiment à la demande du client, on va dépasser, quand on va commencer à avoir vraiment des toits plats, des choses techniques, on va être plutôt sur du 2003, 2005 du mètre carré. Donc 2000, c'est un bon repère. 2000, c'est un bon repère, c'est un coût moyen, en fait, de la majorité de ce qu'on retrouve dans le parc qu'on a. Et en termes de délai, du coup, si voilà, aujourd'hui je me lance avec toi ou avec un autre constructeur et j'ai mon terrain, je l'ai repéré, je l'adore, on fait la prestation ensemble. De la conception à la sortie, qu'est-ce que je peux espérer en termes de temps pour avoir ma maison livrée à 100%? Alors, déjà, il y a 3 étapes dans le cursus, on va dire dans le processus, de construction. Il y a la phase commerciale et conception. Donc là, c'est où on va définir les plans, le budget de la maison. Ensuite, il y a la phase, je dirais, administrative, tout ce qui est permis de construire, purge, etc. Et ensuite, la phase travaux. Okay. La première phase conception, elle va durer environ, à partir du moment où on a trouvé le terrain, on va dire environ 2 mois. Donc c'est la phase où on conçoit les plans, on chiffre, on fait les études. Une fois que ça c'est fait, on peut signer le contrat. Une fois qu'on a signé ce contrat, on passe en phase administrative. Donc, on dépose le permis de construire, on a le délai d'instruction et toute la partie recours. Les échanges avec les mairies, avec l'urbanisme. Les échanges avec les mairies, l'urbanisme, etc. Et les clients, bien sûr, sont mis au courant par chez nous, notre bureau d'études. Et donc, tout le suivi est sur toute la durée de l'instruction, ils sont informés. Et ensuite, donc on passe en phase travaux. Et là, c'est là où on commence la construction réelle de la maison. Donc, pour résumer, la phase conception, c'est à peu près 2 mois. Okay. La phase administrative, c'est, je dirais, entre 6 et 8 mois. Ça peut pas être moins de 6 mois. Et après, la phase travaux, en fonction de la taille de la maison, c'est à peu près 10-12 mois. On est sur un parcours de près de 2 ans. Voilà. En gros, pour les projets les plus rapides, on va être sur 1 an et demi. Et après, donc, faut osciller entre 1 an et demi et 2 ans. Donne une bonne photo de ce qui se fait. Avec un terrain qui est... Alors, on va partir sur la partie du terrain, ça vient un petit peu après dans les questions, mais OK pour le délai, OK pour le coût. Après, une question de personnalisation que je trouve importante. Parce que quand on va regarder un programme ou acheter une maison neuve ou se lancer dans un projet comme ça, il y a des programmes prédéfinis, il y a du sur-mesure, tu fais plusieurs choses, ou les constructeurs peuvent faire plusieurs choses. Mais on sait pas vraiment ce qu'on peut demander à personnaliser ou pas. Est-ce que je peux demander à personnaliser une cuisine, une couleur de peinture, un sol en particulier? Qu'est-ce que je peux demander à faire sortir des clous? Et il y a un surcoût. Comment tu le gères, ça? Comment tu peux accompagner sur cette partie-là? Alors, ce que je dois préciser, c'est que nous, en tant que constructeur, on ne fait pas de cuisine. C'est-à-dire que on livre la maison avec une zone de cuisine. On va être en relation avec l'entreprise qui fera la réalisation de la cuisine, tout ce qui est partie plan, etc. pour l'intégration, mais on ne commercialise pas parce qu'on n'en a pas le droit. Donc, il faudra s'adresser à un cuisiniste pour la réalisation de cette partie-là. Par contre, pour tout le reste, j'allais presque dire qu'on peut personnaliser un peu comme on le souhaite. Est-ce qu'il y a des choses que je peux négocier dans ma maison neuve? Négocier, c'est-à-dire faire baisser du prix ou négocier une climatisation. Si tu vois, si je viens et je dis ok, je pars sur ce projet, donc j'ai mon enveloppe,
j'ai envie de partir avec un constructeur avec qui j'ai confiance, encore une fois toi ou un autre, quelqu'un du métier, mais qui a un échange, il y a cette confiance qui se crée, où le cadre est clair, j'ai mon CCMI, j'ai mon délai, j'ai envie de négocier une climatisation par exemple. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux négocier une partie de la terrasse prise en charge, un coût des matériaux? Est-ce qu'il y a des choses que les gens peuvent s'approprier en négociation, ou des items qui existent dans les coulisses de ce qu'on dit? Alors, je dirais que chaque vendeur est libre de négocier avec son client comme il le souhaite. Aujourd'hui, pour moi, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que, bien évidemment, dans la relation commerciale, il y a toujours une phase de négociation. Tu soulignes cet exemple et ça m'est arrivé dernièrement. Effectivement, j'ai offert la terrasse à des clients récemment. Donc après, ça peut être un geste commercial, une remise financière, ça peut être un cadeau. Là, par exemple, j'ai des clients qui souhaitent faire un plafond avec des corniches en LED tout au milieu du salon. Ils ont vu ça sur une de nos réalisations et c'est très certainement quelque chose que je vais leur offrir. Donc ça, c'est propre à chaque vendeur, mais bien évidemment que dans la relation commerciale, il y a toujours une histoire de négociation. Et du coup, tu as un rôle aujourd'hui qui est quand même assez proche de celui d'un architecte, ou c'est différent, pour bien comprendre, parce qu'un architecte qui fait aussi ces projets-là, potentiellement de construction de maisons? Alors, ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, aller voir un architecte et aller voir un constructeur, c'est quand même assez proche. Bien souvent, ce que je vois par expérience, c'est que les architectes font la partie dessin et permis, mais derrière ne font pas ce qu'on appelle le suivi de chantier, okay, à contrario d'un constructeur. Ce qu'il faut savoir aussi, parce que évidemment financièrement, le coût de la réalisation donc des plans et du permis de construire fait partie chez nous de l'ensemble. Donc si le projet au départ est dessiné et ne va pas au bout, ça coûte rien au client. Par contre, s'il va voir un architecte avant même d'être allé quasiment sur le terrain, ben forcément ça va parler de prix. Voilà. Aujourd'hui, on a en interne un bureau d'études. Et donc, je participe évidemment à la création et la conception de la maison, mais on s'appuie aussi en interne sur des architectes. Et donc, on est capable de déposer des permis pour de la petite comme de la grosse maison, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 150 mètres carrés, on est obligé de faire appel à un architecte pour pouvoir déposer un permis. Avant, t'es pas obligé. Si on a une maison, par exemple, de 100 mètres carrés, on n'est pas obligé de faire appel à un architecte pour déposer des plans et concevoir sa maison. Mais donc ça veut dire que je peux quand même aller voir un archi, monter mon projet et l'amener à un constructeur derrière qui aura les artisans, qui aura la compétence, donc ça c'est possible, mais c'est pas forcément le plus intéressant, surtout sur des petites maisons, si je comprends bien. Après, c'est au choix du client, j'allais dire, parce qu'il y a des clients qui aiment le processus et disent que c'est mieux de passer par un architecte. On a construit des maisons qui ont été dessinées pas forcément par nous, comme tu dis. Il y a deux types de contrats, ce qu'on appelle avec fourniture de plan, sans fourniture de plan. Donc, quand un architecte dessine et qu'on réalise, c'est ce qu'on appelle un sans fourniture de plan. C'est pas nous qui avons fait la conception. Ça arrive qu'on le fasse, bien évidemment. Et pas forcément pour des maisons qui dépassent 150 mètres carrés, puisque là, on est en train d'en construire une, où on était sur ce modèle-là. Les clients avaient fait appel à un archi parce que au départ, le projet était différent, ça a été transformé, etc. Et j'ai récupéré les clients, ils avaient déjà les plans. Voilà. Oui, donc là, tu peux ça gagne du temps aussi au passage quand c'est comme ça, parce que tu peux aller un peu plus loin. Alors effectivement, pour nous, c'est presque plus... comment dire, plus rapide, puisque tous les plans sont faits. En règle générale, les permis sont déposés. Donc, on passe beaucoup plus rapidement sur la phase construction quand on a des cas de figure comme ça. Et donc là, t'écrases la partie administrative en partie et la partie conception. Et tu parlais d'un truc tout à l'heure, je vais revenir dessus, parce qu'avant la maison, est-ce qu'on pense beaucoup maison neuve, et je pense que on oublie parfois que la première étape, c'est le terrain.
Exactement. Et le terrain, c'est quand même fondamental de trouver un bon terrain, un bon environnement. Quels conseils tu pourrais donner sur ça pour bien identifier son terrain? Quels items objectifs on peut avoir qui permettent de bien identifier si un terrain est bon, pas bon? Alors, premièrement, terrain, il y a plusieurs choses à voir. La nature du terrain, donc je dirais la forme, savoir où implanter la maison. Okay. Ce qu'on appelle, nous, les raccordements. Donc, si on a un terrain très très en longueur et que la maison est tout au fond du terrain, souvent les viabilités, enfin c'est pas souvent, c'est obligatoirement, les viabilités sont posées en limite de propriété et de cette limite, il faut aller rejoindre la maison. Qu'est-ce qu'on a dans la viabilité? Donc, les viabilités, c'est tout ce qui concerne l'eau, l'électricité, le raccordement tout à l'égout, les télécoms, tous les réseaux qui vont aller, on va dire, de la limite de propriété et donc de la rue jusque sur la partie privative du terrain à la maison. Quand on construit une maison, on construit la maison et en bordure, donc vraiment au ras de la maison, on pose des regards dans lesquels il y a des départs pour aller se connecter à l'eau, à l'électricité, etc. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle ces raccordements. Et donc, on va de la limite de propriété à la maison. Et si le terrain, par exemple, est tout en longueur et qu'on a 50 mètres entre on va dire, la limite de propriété et la maison, ça va pas coûter le même prix que s'il y a 10 mètres ou s'il y a 5 mètres. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça, parce que ça participe au prix. Après, tout ce qui est donc forme du terrain, position de la maison, font que derrière, on peut avoir des surcoûts liés au terrassement, etc. Le meilleur conseil que j'aurais, et c'est ce que je propose souvent aux clients, tout simplement, c'est que s'ils ont des hésitations, s'ils trouvent un terrain qui leur semble sympa, en fait, il faut faire appel au constructeur, tout simplement, qui vient voir. Okay. Moi, je me déplace très souvent parce que si les clients ont vu un terrain et qu'ils ont des interrogations, je dis le mieux, c'est qu'on aille sur place et moi, je vous dirai, attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça va gréver le prix, je verrai bien la maison ici, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Oui, mais là, tu es déjà sur du technique. Ma question, elle est plutôt sur ce que eux peuvent pré-regarder dans des items de base de style lumière, vis-à-vis. Tu vois, est-ce qu'il y a des items fondamentaux qui font que toi, tu conseillerais un terrain ou tu conseillerais pas? Même c'est très subjectif, ça dépend de chacun, mais... Exactement. C'est une question difficile à répondre parce que effectivement, ça dépend du ressenti de chacun. Il y a des personnes qui, quand elles vont être sur place, par exemple, si on parle de nuisances sonores, vont trouver que le terrain est bruyant, et des personnes qui étaient plutôt, par exemple, citadines, et qui vont aller sur le terrain et qui vont trouver qu'en fait, il n'y a pas un bruit par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Donc, c'est assez subjectif et c'est difficile de répondre pour chacun. Donc, ça dépend de l'histoire de chacun, de son rapport à l'environnement, de son rapport au voisinage aussi, parce que il y a beaucoup de gens qui quittent la copro, j'imagine, pour faire construire leur maison. C'est une étape qui est l'étape d'après. Et beaucoup de personnes qui n'habitent pas la région et qui viennent sur la région. Et donc, du coup... ça amène des sensibilités, on va dire, différentes. Et du coup, comment tu vois l'évolution de ce métier-là? Ça fait quelques années quand même que tu es dans ce secteur et que tu es dans l'immobilier en général. Alors déjà, je pense que la construction de maisons, c'est quand même le rêve de tous les Français. C'est quelque chose qui n'est pas forcément donné à tout le monde, surtout de par chez nous, parce que ça reste onéreux. Donc, je pense quand même qu'il y aura toujours des gens qui souhaiteront construire. Aujourd'hui, les enjeux sont plutôt, j'allais dire, environnementaux. Donc, les techniques de construction, bien évidemment, évoluent. L'idée, c'est d'avoir des maisons le plus isolées possible et le moins énergivores, de manière à respecter au mieux la planète. Il commence à y avoir des enjeux avec le carbone, des enjeux avec l'eau. Donc, je pense quand même que ces métiers vont évoluer. Ils seront de plus en plus passionnants parce qu'il faudra maîtriser pas mal de choses et ça reste très intéressant, en tout cas pour moi. Et je pense qu'il y a quand même encore de l'avenir. Est-ce que du coup, il y a un dernier conseil que tu voudrais partager, donner à une famille, un couple, pour un projet en tout cas de construction neuve? Oui, je peux donner un conseil.
je l'ai peut-être déjà dit auparavant, mais pour moi, la clé, c'est de bien choisir son constructeur. Si on ne veut pas avoir de surprise, il faut prendre le temps de analyser un petit peu les choses, voir les retours, visiter les chantiers et du coup, bien faire son choix. Merci beaucoup, Nicolas. J'espère que vous aurez tous retrouvé des conseils pratiques et des astuces qui vous aideront dans vos projets, qui pourront donner de l'impact et du concret à ce que vous voulez faire aussi. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions Merci de m'avoir invité. de venir sur Parlimo. C'était vraiment un plaisir de t'avoir pour cet épisode. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre sur tous les différents canaux qu'on met à votre disposition, les réseaux de Nicolas aussi, un peu plus bas dans la description. Et on pourra se retrouver pour un prochain épisode avec un nouvel expert très bientôt.